Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc qui est un peu à la croisée des chemins entre le développement, entre les vidéos YouTube, entre le marketing digital, entre toutes ces choses. Cette chose-là s'appelle un A/B test. On va regarder ce que c'est un A/B test, pourquoi c'est intéressant. On va parler d'A/B test sur YouTube, mais pas seulement. On va regarder ce que sont les A/B tests, pourquoi c'est intéressant d'en faire, comment est-ce qu'on détermine qui est le gagnant. Est-ce que c'est simplement le pourcentage, celui qui a le meilleur pourcentage ou pas? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça. Et comment est-ce qu'on peut faire des A/B tests sur YouTube? C'est une fonctionnalité qui n'existe pas en soi. Il y a des outils qui permettent de le faire à 50 $ par mois. Là, je vais vous montrer un petit peu comment on peut le faire gratuitement en code et de manière sécurisée, où on a un résultat on est sûr qu'on a un bon résultat qui a du sens au niveau mathématique et statistique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un A/B test et pourquoi faire un A/B test? L'idée de base, c'est que on a un produit. Ce produit, ça peut être un site web, ça peut être une vidéo, ça peut être un jeu vidéo. Et on a des gens qui rentrent en contact avec ce produit. Ils viennent sur le site web, ils achètent le jeu, ce qu'on veut. Ils viennent en contact avec ce produit et à l'issue de leur contact avec ce produit, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont très contents, et il y en a qui sont pas contents. Et cette répartition, ça va dépendre un petit peu de quel produit on parle, mais ceux qui sont très contents, c'est ceux qui peut-être vont aller acheter dans le cadre d'un site web de e-commerce. Ceux qui, dans un jeu vidéo, ça va être les gens qui restent longtemps dans le jeu. Et puis, on a ceux qui sont pas contents. Donc, ça peut être sur un site web ceux qui se barrent tout de suite, ils ouvrent la page, ils se cassent. Ça peut être ceux qui laissent tomber un jeu avant de l'avoir commencé. Et dans le cas qui m'intéresse ici, ça peut être des personnes qui rentrent en contact avec la vignette de la vidéo, qui regardent la vignette, qui disent non, ça ne m'intéresse pas de cliquer dessus. Donc ce qui nous intéresse du coup, c'est voilà, on a des gens qui réagissent bien, des gens qui réagissent pas bien, des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas. Donc on veut améliorer le produit, mais comment est-ce qu'on sait ce qui fait tiquer les gens? Comment est-ce qu'on sait ce que les gens préfèrent? Alors pour ça, on va retourner un tout petit peu en arrière et on va regarder. Ce qu'on peut faire en fait, c'est couper notre produit en deux. Faire la deuxième version en parallèle de la première version. On a la première version, la version A, la version courante, et la deuxième version, la version B. Et c'est de là que vient le nom A, B et test, c'est qu'on y a deux versions, la version A, la version B. Et traditionnellement, la version précédente, la version en cours, pas la nouvelle, on l'appelle la version A. Et c'est la nouvelle version qu'on espère quand même meilleure que la précédente, on va tester que notre amélioration marche, c'est la version B. On répartit les gens qui arrivent, les clients, les utilisateurs, de manière équitable entre les deux, 50-50 à peu près, et on regarde ce qui se passe, et on les fait passer à travers le produit, on les fait utiliser le produit, et on regarde ce qui se passe. Alors, on regarde ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde typiquement combien de gens, du coup, dans la version A ont bien réagi, combien de gens dans la version B ont bien réagi. Dans notre cas, dans la version A, on a 15% des gens qui n'ont pas aimé et 30% des gens qui ont beaucoup aimé. Dans la version B, on a 24% des gens qui ont beaucoup aimé et 19% des gens qui n'ont pas aimé. Donc on pourrait se dire, c'est clair, c'est la A qui est meilleure, la B, elle est nulle, on laisse tomber. Le problème, c'est qu'en fait, la différence entre les deux, en fait, ça tient qu'à une seule personne. Donc comment savoir si c'est juste du hasard? Si cette différence c'est juste du bruit, comment savoir si la différence est significative? Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tableau. Alors ce tableau, on répartit en des deux catégories, ceux qui sont bien passés et ceux qui sont mal passés, et dans les deux groupes, les A et les B, on compte combien il y a dans chaque truc. Dans notre cas, on a 17 pour qui ça s'est bien passé dans le groupe A, 3 dans lesquels ça s'est mal passé dans le groupe B, dans le groupe A, etc. Et du coup, on va regarder un petit peu en fait, quel est le pourcentage dans chaque ligne? Et ça correspond à quel pourcentage? On a à peu près 49% qui étaient dans le cas A, 51% dans le cas B, 83% où ça s'est bien passé et 17% dans lequel ça s'est mal passé. Et en fait, on regarde la valeur qu'on s'attendrait si c'était réparti de manière équitable sur le tableau. Donc c'est pour ça, ce qu'on fait, on prend le total et on multiplie ce total par le pourcentage de chaque ligne et colonne. Donc la valeur qu'on attendrait en haut à gauche, c'est 49% fois 83% de 41. Donc ça nous donne la valeur attendue.
On va prendre un autre cas où la différence est plus nette. Imaginons que tous les gens de la catégorie A, ça s'est bien passé, et tous les gens de la catégorie B, ça s'est mal passé. Là, clairement, il y a une corrélation, il y a un lien de cause à effet entre les deux. Et ben, on a 50% des gens qui sont sur la ligne 1, 50% des gens qui sont sur la ligne 2, 50% des gens qui sont sur la colonne 1, 50% des gens qui sont dans la colonne 2. Répartis de manière un peu inéquitable, justement, c'est ça le truc. Du coup, on s'attendrait, si c'était équitable, à avoir 10 dans chacune des cases, parce qu'on a 20 fois 50% fois 50%, 10 dans chacune des cases. Donc, on a un écart, un gros écart face aux chiffres attendus. Et donc, on va mesurer, pour revenir à notre exemple, on va mesurer la distance entre le chiffre qu'on a eu et la valeur qui est attendue, la valeur qui serait celle du hasard. Et cette distance, on va regarder à quel point elle est probable ou pas. Et donc, on va faire la somme des distances du chiffre par rapport à la valeur attendue. Je vous ai mis les formules là dans ce cas-là. Regardez pas les formules, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on fait la distance par rapport à la valeur attendue, on met au carré et on divise par la valeur attendue et on fait la somme de ces distances. Et du coup, cette somme de distances, donc ça ressemble un petit peu à des écarts types. En fait, on regarde quelle est la probabilité que cette distance-là ait lieu naturellement. Et ce regard de probabilité, en fait, si on a un chiffre, là on avait un chiffre qui valait, je sais plus, 0,05, un truc comme ça. Ce chiffre-là, pour savoir s'il est normal, on va regarder une table qui dit tel chiffre c'est probable, tel chiffre c'est improbable. En fait, Dieu merci, on a la possibilité de le faire directement en Python. On utilise SciPy et on lui passe le tableau et on lui demande de calculer le chiffre de contingence, le Ki2, parce que c'est ça en fait qu'on est en train de faire, c'est un test de Ki2, le test d'indépendance du Ki2 de personne. Et du coup, lui, il va nous renvoyer deux chiffres. Ces deux chiffres, il y a un 0,05, donc ça correspond au Ki2, et il y a un P qui vaut 0,94. Le P qui vaut 0,94, qu'est-ce que ça veut dire? Donc P représente la probabilité, quelque part, que ça soit que de la chance. Ici, on a 94% de chance que ça soit lié au hasard, donc on ne peut rien conclure d'intéressant. En fait, on a besoin d'un P qui soit inférieur à 0,05 à 5% pour pouvoir conclure. On peut utiliser d'autres valeurs, on pourrait utiliser 10%, on pourrait utiliser 0,01%, ça dépend à quel point on est prêt à accepter le fait de se tromper. Donc si on prend le cas par exemple de le chiffre que j'avais avec 0 et 20 et 20 et 0, là pour le coup on a un Ki2 qui vaut 36 et du coup un P qui vaut 0,0002, donc en fait 1,8 fois 10 puissance moins 9. Là pour le coup il n'y a absolument aucune chance que ça soit lié au hasard, mais ça vous en doutiez un petit peu en regardant le tableau. Mais du coup, en fait ce qui est intéressant c'est que ce tableau-là, ce calcul-là nous permet de savoir est-ce que c'est significatif, est-ce qu'il y a une raison de penser que ce test n'est que du hasard, mais ou que le cas A et le cas B expliquent vraiment la différence entre A et B dans les chiffres, c'est une vraie différence, ou c'est juste du bruit, c'est juste du hasard. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire les A/B tests? Alors, à la fois, il y a des possibilités de faire des A/B tests sur un site web et des possibilités de faire des A/B tests sur YouTube ou aussi sur des jeux vidéo, mais là, c'est un peu en dehors du scope de ce que je vais vous raconter. Sur un site web, il y a plusieurs outils. Moi, j'utilise Optimize de Google parce que ça se branche bien sur Google Analytics et qu'on est déjà branché sur Google Analytics. Il y a possibilité de faire tourner 5 A/B tests en parallèle sur Optimize. Du coup, c'est pas mal intéressant. C'est ce qu'on utilise au boulot, j'utilise ça pour faire mes A/B tests sur le site web sur lequel je bosse. Sur YouTube, comment est-ce qu'on fait? C'est un tout petit peu plus compliqué. Le cas classique, normal, on ne peut pas vraiment faire deux vidéos différentes sur une même chaîne, ça risque de se manger. Ce qu'on peut faire par contre, c'est tester deux vignettes différentes pour les vidéos et regarder si les gens cliquent dessus ou pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas montrer deux vignettes en même temps à 50% des gens. YouTube ne permet pas de le faire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est comparer deux périodes de temps. Une période de temps A et une période de temps B, dans lesquelles les gens cliquent ou pas sur la vidéo, et comparer les gens qui réagissent sur ces trucs-là. Un truc qui est important, c'est de ne pas faire ça tout de suite, dans le sens où sur les premiers jours, c'est plutôt les abonnés de la chaîne à qui YouTube va montrer la vidéo. Donc il faut laisser passer 3-4 jours pour laisser passer un peu la vague initiale de au fait YouTube prévient tout le monde et être juste plus sur la phase de découverte où l'onglet va être découvert pendant la recherche ou
comme mise en avant par YouTube. Donc on peut comparer les deux périodes. Et quand on compare ces deux périodes, on regarde les impressions, on regarde les vues et on regarde du coup les gens qui sont transformés en vues par les impressions. Donc on regarde ce qu'on appelle le CTR. Le CTR, c'est le click-through rate. Le click-through rate nous donne le nombre de gens qui ont cliqué et du coup le nombre de vues qui ont été générées par les impressions, parce qu'on prend impression fois CTR et ça nous donne les vues générées par les impressions. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir les impressions et les vues sur une période donnée? C'est un peu compliqué. En fait, on a moyen à travers le studio de YouTube d'avoir un accès aux chiffres des impressions et des CTR sur un fichier CSV. Je n'ai pas encore trouvé moyen d'automatiser tout ça. La récupération de ce fichier à date donnée, c'est un fichier qui donne jour par jour. On n'a pas plus de précision, c'est que ça, pas facile à récupérer. Donc on fait les impressions fois le nombre de CTR, ça nous donne le nombre total des vues générées par les clics. Ça ne nous intéresse pas les vues générées par autre chose que les clics, c'est simplement les vues générées par les clics. Et donc on a un total de vues et d'impressions à une date donnée. Si on fait une différentielle de deux totaux, qui sont à deux dates différentes, et du coup on a l'incrémentation du nombre total de vues et d'impressions entre ces deux dates, et donc on a la quantité d'impressions et la quantité de vues liées uniquement à cette période-là. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est télécharger simplement le fichier CSV régulièrement, potentiellement tous les jours, mais en tout cas chaque fois qu'on fait une modif, et faire la différence entre les impressions et les vues entre ces deux dates et mesurer si les différences sont positives et si elles sont significatives en utilisant justement le test de Key 2 dont je vous ai parlé plus tôt. Normalement avec tout ça, ça devrait vous permettre d'optimiser vos vignettes pour faire en sorte que vos vidéos aient le plus de clics possible et qu'elles soient le plus mis en avant possible par YouTube. En tout cas, moi c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, voire même à vous abonner si vous voulez continuer à apprendre sur le code, sur le marketing digital, sur toutes ces choses-là, sur la technologie en général. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.